On va présenter le résumé de la semaine dernière. Oui. Donc, tu es complètement excusé, puisque tu es dans tes terres en Franche-Comté, complètement caché. En fait, pour ne rien te cacher, j'avais aussi, en même temps, à partir de 14 heures, en visioconférence avec le ministère de la Santé et le médiateur national. Voilà. Oui. Donc là, j'ai choisi la médiation nationale et non pas l'Académie. Oui, c'est toujours ton engagement comme médiateur qui est important. Voilà, c'est ça, voilà. Alors, je demande aux personnes qui assistent à la réunion et qui veulent poser des questions de se présenter pour que tout le monde sache exactement qui s'exprime. On va donc commencer. Jean-Claude, tu vas nous présenter le compte-rendu de la semaine dernière. Et ensuite, bonjour Jean-Claude. Sybille Faka présentera sa communication. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire, chers amis, la semaine dernière, l'Académie recevait la Société... Prenez le téléphone. Oui. L'Académie recevait la Société française d'endoscopie et l'ensemble de la manifestation s'est déroulé en visioconférence. Le modérateur, c'était Philippe Marr et le coordinateur, Éric Magne. La première communication, Cécile de Chaise-Martin, Marseille, l'exérèse totale du mésorectum par voie transanale ou endoscopique, transanale prostatectomie. Et, voilà, l'acronyme c'est ETAP en 2020, où en est-on? L'ETAP est une technique chirurgicale innovante qui est mise au point pour pallier aux limites de la TME laparoscopique. Difficultés techniques en rapport avec les caractéristiques du patient, de la tumeur, du Nomadsland anatomique et du rectum horizontal. L'étape comporte un temps endoscopique périnéal premier, réalisant une TME endoscopique de bas en haut, associée à une voie abdominale classique seconde. Les bénéfices attendus, moins de conversion, moins de lésions par traction sur le méso, une meilleure vision pour les marges et une meilleure préservation nerveuse. La technique est bien documentée en vidéo. L'exposé porte ensuite sur la polémique engendrée par l'expérience norvégienne rapportée en 2019, montrant une majoration significative des récidives locales de l'étape par rapport à la TME classique, ayant entraîné d'ailleurs une alerte de la communauté. C'est pas vu ? Donc l'exposé porte ensuite sur la polémique engendrée par l'expérience norvégienne rapportée en 2019, montrant une majoration significative des récidives locales de l'étape par rapport à la TME classique et qui avait entraîné une alerte de la communauté scientifique et un moratoire pour cette intervention dans ce pays. 2 études randomisées, étape versus TME, sont en cours pour éclairer le sujet. Française Grécard, européenne Color 3. La vision de l'auteur est que l'étape doit faire partie des outils chirurgicaux permettant d'adapter au mieux le traitement au patient, à sa tumeur et à l'expertise du chirurgien. Question de Richard Villet. La radiothérapie est source de difficultés opératoires. Cécile de Chaise-Martin, 21% de nos patients sont radiothérapiés. L'idéal est d'opérer avant la 6e semaine. Alain Valverde, il faut penser aux solutions non chirurgicales dans les cas difficiles avec des chimiothérapies renforcées. Pour étape, difficulté technique car le mésorectum n'est pas un plan anatomique. Christine Donnet, Paris, technique de l'exérèse complète du mésocolon par la voie laparoscopique pour cancer du côlon droit. Introduite en 2009, cette intervention calque son principe sur celui de l'exérèse totale du mésorectum.
L'ECM se distingue de la technique classique par le curage de la face antérieure et du bord droit de la veine mésentérique supérieure et de la face antérieure de l'artère mésentérique supérieure. Les avantages attendus: amélioration de l'exérèse avec augmentation du nombre de ganglions prélevés, meilleur pronostic carcinologique et diminution des récidives locales. La ligature centrale des vaisseaux est décrite et illustrée en insistant sur les difficultés techniques, les variations anatomiques et la nécessité d'une approche rigoureuse, protocolisée, planifiée en préopératoire avec l'intérêt du TDM couleur. Cependant, il existe des risques supplémentaires par rapport à la technique classique. Risque de plaies vasculaires, duodénales et pancréatiques, des hémorragies post-opératoires sont possibles et des acides chyleuses. Sur le plan fonctionnel, les conséquences éventuelles de lésions du plexus mésentérique supérieur. L'auteur pense cependant qu'étant donné la supériorité des résultats de l'ECM sur le plan carcinologique par rapport au curage classique, cette technique devrait devenir la technique de référence pour traiter les lésions cancéreuses du côlon droit. Richard Villais, est-ce qu'avant de faire le curage, on peut réaliser des biopsies, faire un ganglion sentinelle? Christine Donnet, l'extemporané est difficile, il faut d'abord disséquer la veine. Évidemment, en cas de grosse adénopathie, on renonce à l'exérèse. Hubert Johannet, il y a une distinction à faire entre les différentes tumeurs du côlon droit et du bas sécum pour la technique. La vision des vaisseaux en imagerie préopératoire est très importante. David Lechaud, Saint-Brieuc, suivi après chirurgie bariatrique, expérience Ibaros. David Lechaud nous rappelle les problématiques du traitement chirurgical de l'obésité. Ce ne sont pas les techniques ou les complications de la chirurgie, mais les patients perdus de vue qui présentent un risque majeur de carence nutritionnelle avec séquelles graves. Le taux de suivi correct est en moyenne de 50% à 2 ans et descend à 15% à 5 ans. Pour pallier à cet écueil, assurer une réelle évaluation du traitement, prévenir les décrochages en se proposant d'assurer un suivi à vie, une solution digitale a été mise en place en 2013. File active de 1440 patients pour ce centre, 2500 pour la région Bretagne. Site web avec espace client permettant des échanges avec la chaîne médicale impliquée dans le traitement. Cette solution implique l'adhésion et la participation au long cours du patient avec un monitoring qui débute en préopératoire lors du parcours de sélection. Les écrans et les fonctionnalités de la plateforme sont présentés. L'auteur rapporte son expérience du suivi des 4 dernières années. 920 patients, 661 opérés, seulement 2 impossibilités de suivi numérique. Taux de perdu de vue à 4 ans, 17%. Taux identique pour les hommes, les femmes, les sleeves ou le bypass. Bénéfice patient, meilleur résultat de la chirurgie par un traitement rapide des effets secondaires, moindre chute et de développement des pathologies associées, taux faible de perdu de vue. Ibaros est donc l'outil indispensable à l'accompagnement des patients avant et après une chirurgie de l'obésité. 3 enjeux pour l'avenir. À court terme, travailler l'observance. À moyen terme, enrichir les données de la connectivité. À long terme, le traitement des data en tant qu'information de santé publique. Question Hubert Johannet, quelle consommation de temps médical, quid des patients non concernés? David Lechaud, temps médecin non négligeable, 1 heure tous les matins, ne pas opérer ceux qui ne veulent pas adhérer au suivi. Philippe Mar rappelle le travail de l'Académie avec la DGOS il y a 2 ans pour encadrer le suivi des patients bariatriques. Question pour les décrochages, David Lechaud, voir et revoir. Le coût, 0 pour le patient et le matériel est financé par la Fondation de l'Avenir. Éric Magne, Bordeaux, hernie ventrale, quelles approches par laparoscopie en 2020? La place de la laparoscopie dans les techniques de réparation d'hernie inguinale a été simple à documenter, permettant d'établir des recommandations avec des niveaux de preuve élevés. Il n'en va pas de même pour les hernies antérieures, dont les multiples techniques, dénommées par des acronymes, sont encore source de débat en 2020. L'ensemble se compliquant encore par l'apparition de gestes robotiques depuis 2014. Une terminologie émerge tenant compte 1. de la voie d'abord open, laparoscopie ou robot, 2. de la place de la prothèse, intrapéritonéale, sous-cutanée, prépéritonéale ou rétromusculaire, 3. de la fermeture du défect ou du type de réparation du mur abdominal. Sont passés en revue avec leurs avantages et inconvénients, leurs indications préférentielles et la bibliographie associée, l'IPOM, les TAP et RTAP, les ETEP, les VTEP, les TARM et TARUP et les émilocétars.
Conclusion, pour les voies mini-invasives, la paroscopie, faible taux d'infection et autres complications du site opératoire, préférez les prothèses rétromusculaires ou prépéritonéales chaque fois que c'est possible, robot assisté, fermeture du défect par suture et placement de la prothèse en rétromusculaire qui sont réalisables, 3 jours de DMS en moins par rapport à l'OPEN. Pas de différence post-opératoire avec la laparoscopie, durée opératoire plus longue. Hubert Jehannet, difficile de faire des comparaisons. Il faut savoir qui on opère, quelles sont les lésions associées connues ou inconnues, bien explorer les patients. Question pour le diastasiste des droits. Éric Magne, IPOM, prothèse intrapéritonéale, si robotique, prothèse rétromusculaire. Remarque, les grandes lésions pariétales doivent être prises en charge dans des centres spécialisés. Richard Villet, une critique importante. On parle de technique avant de parler de lésions. La classification prime est d'abord nosologique. Éric Magne salue le travail important mené par le groupe Ernie. Alain Valverde, Paris, résection hépatique laparoscopique robot assisté, état des lieux et présentation d'une série de résections majeures. Alain Valverde présente les réflexions ayant conduit les chirurgiens de son centre à réaliser les hépatectomies majeures de façon robot assistée. Ces techniques chirurgicales sont illustrées par une vidéo très pédagogique montrant les difficultés de ces interventions et la nécessité d'une maîtrise de la chirurgie vasculaire transposée à l'approche robotique. À morbidité égale, la laparoscopie est supérieure à la chirurgie ouverte, 1/3 de complications en moins et une DMS diminuée de moitié. Mais l'apprentissage est très difficile avec une courbe voisine de 50 cas. C'est ce qui a poussé les auteurs au passage direct de l'OPEN à la robotique. Les résultats d'une série de 46 corps robotiques sur 3 ans est rapporté, dont 5 hépatectomies gauche et 15 droite. Temps opératoire moyen 4 heures, peu de pertes sanguines, une transfusion et une conversion. Une étude détaillée compare rétrospectivement leurs hépatectomies majeures ouvertes, 27, aux autres robotiques, 25. Les seules différences significatives concernent les complications post-opératoires médicales hépatiques qui sont supérieures dans la série robotique et l'observation de récidives du cancer qui sont supérieures dans la série ouverte. Alain Valverde conclut qu'il y ait peu de séries publiées et donc pas de niveau de preuve avéré à l'intérêt au développement à court terme de la robotique pour les hépatectomies majeures en raison de la supériorité affirmée du mini-invasif sur la chirurgie ouverte et l'extrême difficulté de l'apprentissage de la laparoscopie pour ces interventions complexes. Philippe Marr et l'assistance soulignent la qualité et l'intérêt de cette présentation. Richard Villet s'interroge sur l'incision nécessaire pour extraire la pièce et la possibilité de morcellement. Alain Valverde, trop grand, risque de contamination, courte incision. Richard Villet rappelle l'intérêt de la technique du quadruple clampage dans la chirurgie hépatique traditionnelle. Alain Valverde, pas nécessaire. En robotique, on joue sur la pression d'insufflation et la pression veineuse centrale pour les contrôles vasculaires. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi de cet excellent résumé. Et merci donc une nouvelle fois. Et ça permet de faire vivre un peu la mémoire de l'Académie nationale de chirurgie. Je rappelle que les auteurs doivent envoyer leur communication écrite pour qu'il soit publié sous la forme de mémoire. Monsieur le vice-président, je vous rends la parole.